Donc je vais vous lire un petit texte qui a été écrit par Rami Abou Jamous, qui est un Palestinien de Gaza, qui écrit son journal dans Orient 21. Donc vous pouvez consulter Orient 21, il y a absolument tous ces articles. Et donc c'est le fondateur de Gaza Press, un bureau qui fournissait aide et traduction aux journalistes occidentaux. Il a dû quitter son appartement de la ville de Gazaville, avec sa femme et son fils Walid, 2 ans et demi. Il partage maintenant un appartement de 2 chambres avec une autre famille, et donc il raconte son quotidien et celui des Gazaouis de Rafah, coincés dans cette enclave miséreuse et surpeuplée. Dimanche 24 mars 2024, les Israéliens sont toujours en train de chercher des solutions pour remplacer le Hamas. Parmi ces anciennes et mauvaises solutions, ils ont essayé de s'attacher la collaboration des chefs des grandes familles de la bande de Gaza. C'est la méthode de tous les colonisateurs et occupants. Les soviétiques ont voulu l'employer en Afghanistan, les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Malheureusement, dans le monde arabe et surtout au Proche-Orient, l'esprit clanique est une réalité et il faut souvent passer par ces chefs pour régler les problèmes. Les Israéliens ont commencé à faire ça en 1967, après leur occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza et de Jérusalem. À l'époque, il y avait un vide dans le pouvoir administratif et politique. Ils ont donc commencé à chercher des interlocuteurs pour assurer la sécurité. Ils se sont adressés aux Mukhtar, oui, je dis bien, les chefs des familles importantes. Ces gens étaient connus pour leurs relations avec les occupants successifs, depuis l'Empire ottoman jusqu'aux Britanniques, puis les Israéliens. Leur réputation était ambivalente. On les voyait comme des médiateurs avec l'occupant, fournissant un service administratif, facilitant la vie des gens, mais ils étaient aussi considérés comme des collabos. Cela se passait ainsi. Le général israélien qui commandait la région venait voir le Mukhtar, ou le chef de la famille X, et lui disait « Il y a un problème avec un de vos membres, donc soit vous réglez le problème, sinon nous allons l'arrêter. » Parfois, au contraire, le Mukhtar pouvait intervenir pour faire libérer des gens. Et tout change avec l'arrivée d'Arafat. Tout a changé avec le début de la première intifada en 87. Les grandes familles ont perdu leur influence. C'est l'OLP qui a pris le pouvoir et en premier lieu, parmi les factions qui la composaient, le Fatah de Yasser Arafat. Cette situation a duré jusqu'aux accords d'Oslo, avec la création de l'autorité palestinienne et l'installation en 1994 de Yasser Arafat à Gaza. Arafat avait besoin du soutien des grandes familles pour consolider son pouvoir. Il a créé à l'époque un organisme, vous allez m'excuser pour l'accent, qui s'appelait Hayat al-Ashar, ou l'instance des clans. Ces derniers pouvaient intervenir par exemple en cas d'affrontement ou de différend entre les membres de différentes familles, afin que le problème soit réglé à l'amiable plutôt que devant les tribunaux. Cela a continué ainsi jusqu'au début de la deuxième intifada en 2000. C'est à cette époque que le rôle des familles a commencé à évoluer pour passer de médiateurs à des pratiques qu'on peut qualifier de mafieuses. Plusieurs d'entre elles ont profité du désordre sécuritaire et de l'affaiblissement de l'autorité palestinienne, dont la police et les services de sécurité ne pouvaient plus travailler, leurs locaux et leur personnel étant pris pour cible par les Israéliens. La création du Hamas, devenu rapidement assez populaire, enlevait aussi à l'autorité palestinienne une partie de son pouvoir. À son tour, le parti islamiste a décidé de s'appuyer sur certains clans, allant jusqu'à les armer. Ces derniers ont tué des chefs de la police de l'autorité palestinienne et ses mukhabarat, ses services de renseignement, notamment un dirigeant important, Jacques Taïeb, ainsi que les enfants d'un autre responsable de ces services. Tout cela jusqu'à la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza en 2007. Depuis, la situation s'est une nouvelle fois renversée pour ces grandes familles. Une fois établi au pouvoir, le Hamas ne pouvait plus tolérer l'existence d'une force parallèle. La première chose qu'il a faite, c'est de les désarmer. Les alliés sont devenus des ennemis. Plusieurs assauts sanglants ont eu lieu contre les bastions de plusieurs clans, au cours desquels des femmes et des enfants ont été tués. Certaines de ces familles, proches de la frontière, ont préféré se réfugier en Israël. Parmi ces membres se trouvait un responsable important du Fatah. Si je fais ce rappel historique, c'est pour montrer que chaque pouvoir qui arrive dans la bande de Gaza essaie d'utiliser ces clans à son profit,
quitte à s'en débarrasser quand il n'en a plus besoin. Maintenant, les Israéliens voudraient faire la même chose en transférant le pouvoir vers les familles importantes. Mais ce projet suppose l'éradication du Hamas. Or, ce n'est pas le cas, et la plupart de ces grandes familles le savent. Depuis le 7 octobre, la police et la sécurité intérieure, qui sont particulièrement visées par l'armée israélienne, ne sont plus présentes sur le terrain. Certains clans en ont profité pour se livrer au pillage. Il y en a eu dans le nord, dans les maisons bombardées et abandonnées par leurs propriétaires qui avaient fui vers le sud. Les convois d'aide humanitaire ont parfois été pillés aussi pour revendre l'aide sur le marché. C'est ce qui explique le marché noir d'ailleurs, entre autres. Le Hamas leur a fait comprendre de façon explicite qu'il fallait encore compter avec eux. Il a menacé des moutards et même exécuté certains d'entre eux parce qu'ils avaient franchi la ligne rouge en sortant les kalachnikovs pour piller des convois humanitaires. Le Hamas tolère les armes blanches, voire les pistolets, mais pas les mitraillettes. C'est une arme de guerre et le Hamas ne peut admettre l'existence d'une force armée parallèle. Du coup, quand les Kalash ont été sortis, les combattants du Hamas ont surgi de leur cage souterraine. Résultat, on n'entend plus parler de pillage. Le Hamas a ensuite choisi de nouveau une solution politique, coopter les grandes familles en leur disant en substance « on ne peut plus être présent en uniforme pour protéger les convois humanitaires parce qu'on est aussitôt ciblé par les Israéliens. Vous allez participer à la protection de l'aide, mais sous notre contrôle. » C'est ainsi que pendant 2 jours consécutifs, 2 convois humanitaires chargés principalement de farine en provenance de Rafah sont arrivés sans encombre jusqu'à Jabalia dans le nord, protégés par des jeunes des clans, sous la supervision de nombreux militants du Hamas en civil. D'ailleurs, beaucoup de ces jeunes étaient en réalité également proches du Hamas. Tous étaient armés de bâtons et non de kalachnikov, tout le long de la rue Salah Eddin, la route principale de la bande de Gaza. Le Hamas avait publié un communiqué demandant aux gens de ne pas s'approcher et qu'il était là pour superviser la distribution équitable de l'aide. Tout cela a fonctionné parce que le Hamas avait mis en place une coordination avec les grandes familles, en particulier pour les distributions de nourriture. Les Israéliens ont été furieux. Pour tous les Palestiniens, où qu'ils soient, c'est la journée de la terre. Et donc ils manifestent normalement en Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires de 48, donc en Israël, dans les camps de réfugiés. Les Bédouins, on l'a appris aujourd'hui, manifestent eux aussi, puisqu'on leur prend aussi leur terre. Et le communiqué du collectif national d'aujourd'hui, justement, est consacré à ça. Je passe la parole à Marlène. Bon, je remplace exceptionnellement Aude. Donc, je voulais le communiqué de la journée de la Terre. Donc, le titre, Halte au génocide à Gaza, sanctions contre Israël. Le 30 mars est chaque année une journée particulière en Palestine et pour toutes et tous les Palestiniens qui vivent en Israël, en Cisjordanie et à Gaza, dans les camps de réfugiés des pays arabes ou dans la diaspora dans le monde entier. C'est la journée de la Terre commémorée depuis le 30 mars 1976. Le début des événements remonte à l'annonce par le gouvernement d'occupation israélien dirigé par Yitzhak Rabin en 1975 d'un plan de judaïsation de la région de Galilée. L'objectif était de construire des colonies juives sur des terres appartenant aux citoyens arabes palestiniens qui représentent la majorité dans cette région sous le nom de Projet de développement de la Galilée. Le 30 mars 1976, la police israélienne tire sur des Palestiniens qui manifestaient contre la confiscation de leurs terres. Bilan, 6 morts, des dizaines de blessés et des centaines de détenus. Le 30 mars est devenu pour tous les Palestiniens et Palestiniennes dans le monde la journée de la terre. Elle est le symbole de leur attachement à leurs terres, de leur résistance et de leur lutte contre l'occupation et la colonisation. Cette année, nous commémorons le 48e anniversaire de la journée de la terre, qui prend un caractère particulier avec les génocides en cours dans la bande de Gaza, qui durent depuis plus de 5 mois sans discontinuer, on peut presque dire 6. En toute impunité, le gouvernement suprémaciste d'extrême droite israélien s'affranchit du respect des droits internationaux. Il refuse d'appliquer l'ordonnance de la CIJ, de la Cour internationale de justice, pour l'arrêt des actes génocidaires. Au contraire,
il intensifie sa guerre atroce et cruelle contre la population de Gaza. Il tue, mutile des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de bébés. Il détruit habitations, hôpitaux, écoles, universités, monuments et biens culturels. Rien n'est épargné. Aux bombardements intensifs et déplacements forcés, il a ajouté l'organisation délibérée de la famine. Gaza sous blocus était une prison à ciel ouvert, c'est devenu un cimetière à ciel ouvert. Il faut arrêter les massacres et acheminer l'aide humanitaire sans restriction ni contrôle. En Cisjordanie, la population subit un nettoyage ethnique avec les attaques répétées de l'armée et de colons israéliens protégés par l'armée. Des centaines de morts, des habitations détruites, des confiscations de terres et des emprisonnements par milliers rendent toute vie normale impossible et encouragent ainsi le déplacement ou l'exil. Au vol des terres s'ajoute celui de 80% des réserves d'eau au profit des colonies illégales, privant ainsi les agriculteurs palestiniens d'une ressource indispensable à la sécurité alimentaire des Palestiniens de Cisjordanie. Le nombre de colonies a considérablement augmenté ces dernières années. Le nombre de leurs habitants est passé de 250 000 en 1993 à plus de 700 000 en 2023 et plus de 700 checkpoints quadrillent la Cisjordanie, un territoire de 5600 km². À Gaza comme en Cisjordanie, l'objectif est d'éliminer la présence palestinienne pour la remplacer par des colonies juives. Par leur inaction, voire par leur soutien direct, les pays occidentaux alliés d'Israël, dont la France, sont complices de ce génocide. Assez de paroles et de discours, nous exigeons des actes. Un cessez-le-feu immédiat, total et permanent dans la bande de Gaza. L'entrée sans restriction de l'aide humanitaire et le financement de l'UNRWA. Le retrait immédiat des troupes israéliennes de Gaza et de Cisjordanie. Le financement par Israël de la reconstruction de Gaza. La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens soumis à des traitements inhumains. Des sanctions contre Israël tant qu'il ne respecte pas le droit international. L'arrêt des livraisons d'armes par la France à Israël et de toute coopération militaire. La France doit agir pour la suspension par l'UE de l'accord d'association. Le peuple palestinien a le droit de vivre sur sa terre. Nous soutenons son droit à l'autodétermination, sa lutte contre l'occupation et la colonisation jusqu'à l'instauration d'une paix juste et durable. Voilà, nous appelons à manifester, se rassembler pour la journée de la Terre partout en France sur les bases de cet appel. À Paris, nous appelons à une manifestation samedi 30 mars à 14h, place de la République. Après, on a toute la liste des membres de ce collectif qui sont c'est consultable. Voilà pour ça. Bien, je vais passer la parole à Isabelle. Depuis le début des rassemblements à Saint-Gaudens, le groupe des soulèvements de la terre local relaye les informations. Ils ont eu la gentillesse également de reculer leur réunion plénière qui devait avoir lieu mercredi prochain, c'est-à-dire juste le jour de la projection d'Yala Gaza. Et on a discuté un petit peu avec eux. Journée de la Terre, soulèvement de la Terre, c'était un an de Sainte-Soline. Je laisse la parole à Isabelle qui fait partie de ce mouvement et qui va vous lire un communiqué. Alors ce n'est pas des soulèvements de la Terre nationale, ils avaient fait un texte mais qui commence à dater pour évidemment en soutien avec la population palestinienne. Là il est un peu plus récent. Gaza depuis plus de 3 mois suscite aujourd'hui une émotion légitime. C'est plus profondément le droit des Palestiniens et Palestiniennes à un accès à leurs terres et à l'eau qui est bafoué depuis des décennies par l'État d'apartheid israélien. Entre autres, cela se traduit entre mille autres choses par la situation faite aux paysans et paysannes de Cisjordanie et de Gaza. Privés de leurs terres et de l'accès à l'eau, ils et elles sont empêchés de produire de quoi nourrir la population. La capacité de choisir quelle terre cultiver cette année, quelle plante y semer, comment en prendre soin, le fait de ne pas dépendre pour l'accès à l'eau d'entreprises privées rapaces ou de coupures arbitraires menées par un État colonial sont des enjeux cruciaux pour le développement d'une agriculture populaire. Ces questions de souveraineté agricole et alimentaire se posent d'ailleurs aujourd'hui à l'échelle mondiale.
Elles ne sont plus prudentes en Palestine parce que la spoliation progressive des terres s'y accompagne de la destruction systématique de toute infrastructure agricole par les colons et la pollution des terres par le phosphore contenu dans les bombes israéliennes. Tous ces enjeux sont au cœur des luttes des soulèvements de la terre. Ainsi, depuis le début des soulèvements, plusieurs options s'offrent à nous. Donc, participer aux AG, participer directement en tant que comité aux manifestations, cibler directement les intérêts d'entreprises françaises et internationales soutenant le régime israélien, Carrefour, McDo, en tissant des liens avec le mouvement BDS et bloquer les usines d'armement françaises. Nous n'avons pas pour habitude de prendre position sur l'ensemble des sujets qui meurtrissent de l'actualité. Nous tâchons habituellement de nous exprimer spécifiquement depuis les terrains sur lesquels nous sommes concrètement engagés et en action, plutôt que de donner notre avis sur tout. Mais la situation au Proche-Orient, y compris la propagation de ses effets jusqu'ici, est historique et gravissime, et nous ne pouvons plus garder longtemps le silence. Les bombes pleuvent sur l'enclave de Gaza, les Palestiniens et Palestiniennes sont écrasés depuis plus d'un demi-siècle par la colonisation qui les prive de leurs terres et de leur droit à l'autodétermination. Les habitants de Gaza sont aujourd'hui privés d'eau, de nourriture et d'électricité par l'État israélien et tués en masse par un déluge de feu. Le gouvernement Macron affiche un soutien inconditionnel à Israël et à ses crimes de guerre. Les attaques meurtrières des combattants palestiniens contre les populations civiles israéliennes ne sauraient justifier de se rallier à celles du gouvernement Netanyahou contre les populations civiles palestiniennes. La France est le seul pays à réprimer et interdire systématiquement les manifestations en soutien à la cause palestinienne. Elle confirme ainsi le basculement autoritaire opéré depuis plusieurs années avec l'état d'urgence et la loi séparatisme. La criminalisation des collectifs pro-palestiniens va dans le sens d'une généralisation des atteintes à la liberté d'expression et d'association. Les mesures d'exception, dissolution, usage d'armes de guerre, répression judiciaire et administrative visent toujours en premier lieu les personnes et collectifs racisés issus de l'immigration postcoloniale. Elles finissent ensuite invariablement par s'étendre au reste du mouvement social et de la population. À cet égard, l'approfondissement opportuniste et inédit de l'offensive islamophobe et raciste en cours est extrêmement préoccupant. C'est bien le maintien de la colonisation et du régime d'apartheid qui provoque en premier lieu cette terrible escalade de la violence. La possibilité de la paix est entièrement contenue dans la possibilité pour chaque peuple d'avoir accès à la terre et à l'eau. Le fracas des bombes doit faire place à un processus de restitution et de réparation. Nous appelons à rejoindre les manifestations pour l'arrêt des massacres et l'autodétermination du peuple palestinien. Soulèvement de la terre, Rennes et long, mais en même temps, il donnait une image assez concrète de la situation et il permet de ne pas diaboliser à outrance une situation qui est complexe dans les faits et qui nécessite des échanges, des négociations. Elles ont effectivement lieu. Je cite quelques extraits seulement du communiqué de l'association France-Palestine Solidarité. Il faut savoir que cette association est la plus importante dans le mouvement de soutien à la Palestine depuis déjà fort longtemps et qu'elle n'est vraiment pas peuplée de gauchistes. Je dis ça parce que le communiqué est assez ferme et je vais en citer juste quelques extraits. Il parle du cessez-le-feu donc et de la résolution que l'ONU a adoptée. Il note que les États-Unis n'ont pas pour autant décidé de cesser d'armer Israël, ce qui relève d'une belle hypocrisie. La résolution exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan, respecté par tous les partis, conduisant à un cessez-le-feu durable. L'exigence est bien celle d'un cessez-le-feu durable. Elle exige également la libération immédiate et inconditionnelle des otages et demande aux deux parties de respecter leurs obligations envers les personnes qu'elles détiennent. Cela concerne les otages, mais bien évidemment les milliers de prisonniers politiques palestiniens détenus en violation de toutes les règles du droit international. La réponse d'Israël ne s'est pas fait attendre. Nous ne cesserons pas le feu, a déclaré immédiatement le ministre des Affaires étrangères israélien. Vous savez depuis que Netanyahou a même boudé la visite des Américains. Bon, je passe là un petit peu. Je signale juste que, enfin, c'est pas moi, c'est la FPS.
Le Hamas, de son côté, a publié une déclaration saluant l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies et affirmant qu'il est prêt à procéder à des échanges immédiats de prisonniers des deux côtés. Cette résolution doit maintenant se traduire par des actes. Les résolutions sont contraignantes, les États se doivent de les appliquer. Israël n'en est pas exonéré, pas plus d'ailleurs que la France ou les États-Unis. Pourtant, il continue. Chacun sait que Israël ne respectera pas cette résolution, pas plus que les précédentes. Les États doivent passer aux actes, embargo diplomatique, militaire et économique, suspension de l'accord d'association. Les sanctions, c'est maintenant. Il est plus que temps d'appliquer le droit international en interdisant les produits des colonies dans nos magasins. Nous invitons la France et les pays de l'Union européenne à répondre à l'appel du président colombien qui invite les nations du monde à rompre les relations diplomatiques avec l'État israélien s'il ne respecte pas le cessez-le-feu exigé par le Conseil de sécurité. Israël ayant annoncé que non seulement il n'appliquerait pas la résolution, mais qu'il continuerait le génocide à Gaza, la France doit convoquer l'ambassadeur d'Israël et rappeler son ambassadeur actuellement en poste en Israël. Signé le Bureau national de l'AFPS le 26 mars 2024. Centrale de Lannemezan pour réclamer la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui, à ce jour, est donc enfermé en prison depuis 40 ans, libérable depuis 1999. Samedi 6, c'est... Eh bien, c'est pas samedi qui arrive? Non. Oh, eh bien, excusez-moi. Moi, dans ma tête, c'était samedi qui arrive. Eh bien, ça sera redit mercredi prochain. Si, c'est pas celui-là. Voilà. Bon, ça n'empêche pas que samedi 6 avril, je vous invite à y venir. Alors, c'est bon, je peux aller au rendez-vous que j'avais pour samedi. Nous allons aller à Mauléon, à l'invitation du groupe Palestine de Mauléon que nous avions déjà rencontré avec André Rosweg, justement, qui va venir le 3 avril, on va y arriver. Et nous y allons puisque nous allons y retrouver Pierre Stamboul, responsable de l'Union juive française pour la paix, avec qui nous allons prendre un contact dans le but qu'il vienne à un moment ici, voilà, à un moment ou un autre. Et donc voilà, on est aussi invité à voir les danses basques, c'est pas de refus. Alors, Mauléon-Lichard. Mauléon est une ville dont la mairie a fait des échanges avec la ville de Naplouse. Et le groupe y participe aussi. Alors ils ne sont pas toujours dans une relation facile, mais bon, nous avons insisté à l'époque avec André pour qu'ils trouvent leur terrain ensemble pour continuer, parce que c'est important. A annoncé en décembre qu'il devait évacuer des ressortissants français qui se trouvent donc dans la bande de Gaza actuellement. Apparemment, le gouvernement qui a donné son feu vert a bloqué cette opération au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc il y a des dizaines de personnes qui attendent à Gaza d'être évacuées, et d'après le document qui est posté, document donc qui date de décembre, et donc sous la responsabilité de Mediapart, il y avait aussi des enfants palestiniens. Si j'ai bien lu, il y a 50 enfants palestiniens qui devaient être aussi évacués et qui attendent toujours.